Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18, les auditeurs les plus fidèles de la matinale de Radio Classique le connaissent bien puisqu'il a sévi toute la saison dernière, chaque vendredi, en nous apportant ses idées neuves et décapantes. Ce matin, c'est pour son dernier livre qu'il est avec nous. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour Nicolas, vous me manquiez le vendredi matin à 6h. Merci pour ce cri du cœur, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement sincère. Philosophe de formation, ancien nègre de Christine Lagarde à Bercy, désormais président du think tank Génération Libre, vous publiez chez Plomb Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, combat pour l'autonomie. Derrière ce titre un peu mystérieux, il y a, comme toujours chez vous, la défense du libéralisme. Alors c'est un concept repoussoir, vous l'expliquez d'emblée en France, mais peut-être parce qu'il est trop associé à l'économie, alors qu'il s'agit avant tout d'une philosophie ? Il s'agit d'une vision totale de l'homme et de la société, qui a des aspects économiques, mais qui a aussi des aspects politiques, sociaux, sociétaux, institutionnels. Et le libéralisme, c'est une grande tradition française. Le mot d'ailleurs est français. Les premiers philosophes libéraux étaient français au XVIIIe siècle. Adam Smith n'a fait que s'inspirer de Turgot et des physiocrates. Et le libéralisme était une philosophie révolutionnaire. Quand vous lisez dans Stendhal, par exemple, les libéraux, dans Le Rouge et le Noir, eh bien, c'est vraiment les agités du coin, les progressistes, ceux qui veulent tout changer, les rebelles. Et d'ailleurs, de Rosan Vallon dit que Guizot, au XIXe siècle, n'a fait que terminer la révolution, c'est-à-dire installer le libéralisme dans le processus du pouvoir. Donc c'est quelque chose d'abord dont nous devons être fiers. C'est quelque chose qui est un mouvement complexe, riche, plein de philosophie, d'auteurs, d'hommes politiques, et qu'on a complètement oublié pour des raisons assez mystérieuses aujourd'hui, qui est devenu un simple repoussoir, le libéralisme anglo-saxon, alors que, encore une fois, ça n'a rien d'anglo-saxon. Vous expliquez que les Français seraient des libéraux qui s'ignorent en quelque sorte. En témoigne le succès de l'auto-entrepreneur depuis 2009 et puis aussi d'un site comme leboncoin.fr. Pourquoi ? C'est simplement qu'on voit que dès qu'on réinstalle des mécanismes de marché ou des mécanismes qui sont vraiment basés sur l'individu, qu'on donne aux gens la possibilité d'être leur propre patron, de s'auto-employer, eh bien, les gens adorent, les gens foncent. Les Français sont des capitalistes, sont des libéraux. La France, au début du XXe siècle, avait une capitalisation boursière supérieure à celle des États-Unis. Tout le monde boursicotait. Donc, c'est un pays, en fait, qui est très dynamique, qui est plein d'entrepreneurs. Il y a plus de start-up à Paris. Il y a 2 fois plus de start-up à Paris qu'à Londres aujourd'hui. Et la nouvelle génération, la génération Y, a très bien compris que les structures de l'État-providence étaient faites pour leurs parents, à leurs dépens, et s'organisent différemment. Adopter le libéralisme, c'est aussi revoir la manière de réformer la dépense publique. Vous l'expliquez dans le livre. Vous définissez l'autonomie, je crois que c'est le cœur de ce que vous cherchez à expliquer, comme la capacité de l'individu à effectuer ses propres choix, en référence à Kant. Beaucoup de références philosophiques évidemment, mais très compréhensibles pour le grand public. Pourquoi l'autonomie est-elle au cœur de votre réflexion ? En fait, je pense que les libéraux se sont toujours un peu trompés en insistant sur les libertés individuelles, les libertés fondamentales qu'ils posent comme des sortes de libertés pré-sociales qui viendraient d'un droit naturel. Je pense qu'il faut dépasser ça parce que ça pose beaucoup de problèmes, y compris philosophiques. Quand vous parlez, vous dites la liberté d'expression, elle est première, elle est inaliénable. Enfin, l'expression, elle vient aussi d'un bien public qui est le langage. Donc, il y a une interaction très forte d'emblée entre l'individu et sa société, et je pense qu'il y a un rôle très fort de la société pour assurer précisément la liberté. Donc, tout ça pour vous dire que quand on prend le problème sous l'angle de l'autonomie plus sous celui de la liberté, l'État retrouve un rôle très fort à jouer. Le rôle de l'État, ça sera précisément de garantir ou d'essayer de garantir l'autonomie des individus. Et c'est comme ça que l'État révolutionnaire était pensé. Alors qu'aujourd'hui, pour employer un terme péjoratif, on est plutôt dans une société d'assistés ? Surtout en France vis-à-vis de l'État ? On attend trop de l'État, finalement ? J'aime pas tellement le terme d'assister, parce que beaucoup de gens ne sont pas assistés, justement. Et ça, le problème, c'est qu'il y a d'énormes trous dans notre système et des gens qui bénéficient de rien du tout et qui sont les exclus du système étatiste. J'y préfère le terme de planiste. Je pense que notre État est un État planiste depuis Vichy, depuis 70 ans. C'est-à-dire qu'il repose sur cette idée, alors qu'il n'est plus d'autonomie, mais bien d'hétéronomie, que des groupes d'experts ou des politiques peuvent décider mieux que les gens de leur bonheur, de où il faut investir, de comment il faut se comporter. Et un exemple que je prends dans le livre, mais qui est pour moi très révélateur, c'est que le Conseil d'État a établi en 1975 une jurisprudence terrible qui dit que l'État peut et doit faire le bien de l'individu contre lui-même, ou protéger l'individu contre lui-même. Donc si vous voulez, maintenant c'est officiel en droit français. Et on peut dire la même chose sur l'investissement. Les 34 plans de Montebourg, c'est bien
c'est plus faire le bonheur des gens contre eux-mêmes, mais c'est faire de la croissance contre elle-même ou faire le bonheur de l'économie contre elle-même. C'est toujours cette idée qu'on va décider d'en haut dans des cercles assez fermés. En quoi cette réflexion peut amener les dirigeants à revoir la manière de réformer la dépense publique? Parce qu'apparemment, on se trompe depuis 30 ans, selon vous. C'est-à-dire que pour moi, la dépense publique, j'en parle finalement assez peu parce que la dépense publique n'est qu'un symptôme. Moi, j'ai essayé de voir quels étaient les fondements un peu idéologiques. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on fait intervenir l'État planiste pour organiser les marchés ou pour subventionner les uns ou pour investir dans des entreprises où il n'y aurait pas besoin de l'État. Donc, une fois qu'on aura repensé les politiques publiques sous l'angle de l'autonomie, la dépense publique diminuera d'elle-même. Mécaniquement? Mécaniquement, parce que si vous faites ça, du coup, vous allez abolir le statut de la fonction publique, vous allez fusionner l'ensemble des allocations dans un mécanisme d'impôt négatif, ce que j'appelle le revenu universel. Vous allez considérablement diminuer l'investissement public en tant que tel, c'est-à-dire ce qui passe aujourd'hui par la Caisse des dépôts ou par la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire vous allez redonner à la société et à l'économie le pouvoir de faire les choses par elle-même. Alors ça, c'était le révolutionnaire et l'expert. Et dans le 3e chapitre de votre livre, Gaspard Koenig, vous parlez du geek, c'est-à-dire donc la révolution numérique. Vous commencez par dire, oubliez tout ce que vous avez lu auparavant. C'est une rupture en passe de nous faire basculer dans un univers entièrement nouveau. Qu'est-ce que ça va bouleverser, cette révolution numérique ? Il y a deux révolutions parallèles. En fait, il y a d'abord la révolution numérique, qui est celle du big data, de la donnée, du tout connecté, de l'optimisation aussi, puisque chacun va être transparent, et on pourra intégrer les données dans un système pour optimiser finalement le collectif. Et d'autre part, il y a le transhumanisme, c'est-à-dire les avancées incroyables de la médecine et de la génétique, de la biologie, de la nanotechnologie, qui fait que certains disent qu'on va pouvoir vivre 100, 200, 300 ans, se faire changer ses organes, s'augmenter, c'est-à-dire se donner des capacités, y compris des capacités cérébrales en plus, transférer sa mémoire ou sa conscience sur des clés USB, ça c'est le rêve de Google et de Sachant que le transhumanisme est porté par l'ingénieur en chef de Google. Absolument, Ray Kurzweil, et Google rachète des boîtes de robotique, de nanotechnologie à foison. Google a comme projet de tuer la mort. C'est un projet à la fois métaphysique, philosophique, donc c'est quelque chose de très très fort. Et quand on commence à lire ce qui se passe dans la Silicon Valley, on s'aperçoit que vraiment des gens sont en train de construire avec des moyens colossaux un monde nouveau, qui est un monde assez excitant, mais qui change tout, qui change l'économie de marché, et ça c'est toute la thèse de Rifkin, dans une économie collaborative où à la fois tout est gratuit en échange de mes données personnelles auquel je laisse accès, qui est un monde où il y a quasiment plus de crimes parce que la police va agir en anticipation, donc on n'est plus sujet... Minority Report. Voilà, Minority Report. Donc là, est-ce que quand je suis, disons, obligé d'obéir au droit, est-ce que je suis encore sujet de droit ou est-ce que je suis simplement sujet du droit ? Que c'est un monde même où la politique va être mise en question parce que ça va être... on peut imaginer que les décisions collectives soient faites sous forme d'algorithme ou de démocratie directe. C'est déjà, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la GitHub démocratie. Donc, c'est vraiment en train de changer le rapport de l'individu à lui-même et surtout la conception qu'on se fait de l'individu. Parce que le libéralisme reposait quand même sur cette idée que l'individu primait et que c'était autour de l'individu que le marché et le droit s'organiseraient. Dans le monde nouveau qui nous vient de la Silicon Valley, qui est encore une fois un monde très excitant où chacun pourra imprimer en 3D sa maison, ses meubles et donc avec très peu de moyens se faire une vie autonome, c'est en même temps un monde où l'individu en tant que tel est nié puisque l'individu deviendra complètement transparent et où finalement les possibilités de domination du collectif ou du GAFA, des grandes entreprises, vont prendre des formes nouvelles et tout aussi inquiétantes que les anciennes. Et donc là, je pense que notre État jacobin, puisque j'aime bien l'idée du jacobinisme libéral, notre État jacobin a un rôle très fort de régulation à jouer sur le problème de la propriété des données, par exemple. Merci Gaspard Koenig. Nietzsche avait tué Dieu, Google va peut-être tuer la mort. Exactement. Réflexion à retrouver dans Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek. Combat pour l'autonomie, c'est paru chez Plomb. Et c'est signé Gaspard Koenig, invité de l'économie de Radio Classique ce matin.